Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle discussion. Merci à tous d'être là. Bonsoir les verticaux, bonsoir les horizontaux. Merci à nos invités Marie-Odile Riffard et Olivier Chambon. On va ce soir parler à nouveau, on peut dire, des phénomènes autour de la mort et essentiellement donc d'un livre que vous voyez, mais que je remontre ici, qui est La vie après la mort. Pourquoi il faut y croire? L'épreuve scientifique de la survie de la conscience, donc toute une promesse, mais c'est un livre qui est complémentaire d'un autre que les deux auteurs ont publié avant, qui s'appelle La conscience immortelle, hein, et les deux lectures se complètent. Alors, je voulais justement vous interpeller là-dessus, sur le fait que sur la couverture, en accord avec votre éditeur, j'imagine, tous les deux, vous vous êtes accordés pour parler de la notion de croire. Mais dès l'introduction, en fait, dès la discussion en fait, qui ouvre le livre, vous justifiez sur ce terme de croire, parce que aujourd'hui, voilà, pour le problème de la croyance, se pose dans des termes différents. Donc vous avez encadré en fait votre enquête par un dialogue entre vous deux qui ouvre sur les peurs de la mort et justement avec cette discussion autour de la notion de croire. Et vous terminez également par un dialogue qui va encore un petit peu plus loin et qui est centré sur cette notion de peur. C'est vrai que, inévitablement, quand on parle de la mort, il y a un tabou et il y a nécessairement des peurs qui surgissent. Hein. Alors, d'abord, je voulais vous demander, alors on va au fil de la discussion peut-être parler de ça, cette notion de croire, cette notion de preuve scientifique aussi. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de preuve? Mais pour commencer, je pense que ça serait intéressant que vous nous disiez en quoi votre livre, finalement, il se distingue de la littérature déjà existante sur ces sujets-là, sachant qu'elle est déjà assez fournie, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que votre livre, finalement, apporte de nouveau, d'original et peut-être commencer par Marie-Odile, bien sûr. Mhm. Oui, bonsoir à tous. Voilà, je suis Marie-Odile Riffard, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc, en quoi notre livre se distingue? C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres déjà à ce sujet-là. Pourquoi en faire un de plus? Il se trouve que ce livre, c'est une commande hein, qui a été demandée par les éditions Larousse suite à la diffusion d'un documentaire de Valérie Seguin qui s'appelle Et si la mort n'existait pas, qui est sur YouTube, donc gratuitement, auquel Olivier avait participé. Et donc, ce documentaire a été vu de nombreuses fois. Hein, je ne sais pas combien il a de vues exactement aujourd'hui, mais il a été beaucoup téléchargé, etc., vu. Et donc, les éditions Larousse ont demandé à Olivier, est-ce que vous seriez d'accord pour écrire un livre à ce propos? Et du coup, on en a beaucoup parlé et du coup, il a décidé de m'intégrer à ce projet. Et donc, en fait, on s'est dit de quoi on va parler exactement, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de littérature sur le sujet. Donc, en fait, on s'est mis à poser des questions sur un groupe Facebook, enfin, sur nos réseaux sociaux, en disant, bah, écoutez, on a une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait vraiment peur? Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur autour de l'idée de la mort? En dehors de la souffrance, évidemment, physique, mais qu'est-ce que c'est qui fait vraiment peur? Et donc, on est parti là-dessus. Hein. Donc, cette idée-là, on a eu plus de 200 ou 300 réponses, je ne sais plus exactement hein, combien on a eu de mails, très intéressant. Et on a, à partir de là, commencé à déterminer qu'est-ce qu'il y avait comme peur différente. Et on pouvait déjà faire deux catégories, c'est-à-dire les gens qui avaient énormément de peur parce qu'ils n'avaient aucune croyance que quelque chose pouvait exister après la mort. Et puis les personnes qui avaient cette perception-là ou cette intuition-là, qui avaient quelque chose, mais qui avaient quand même des peurs parce que ces peurs étaient en lien plutôt avec l'inconnu. Voilà. Donc, du coup, on a commencé à discuter autour de ça. On s'est même enregistré. Voilà, on a fait des discussions entre nous.
Et puis, on a commencé par mettre ça en forme. Et d'ailleurs, au départ, ce livre devait s'appeler Pourquoi ne faut-il pas craindre la mort, un truc comme ça. Et puis bon, pour l'éditeur, ce titre-là, il y avait ne pas dedans, donc ça fonctionnait pas. Alors bon, c'est un petit peu quand même un choix éditorial, le titre. Du bouquin, parce qu'effectivement, le pourquoi il faut y croire, le il faut, déjà, moi je me dis, il n'y a pas de il faut. Y croire, effectivement, on est dans la notion de croyance. Donc, est-ce qu'on est dans une croyance ou est-ce qu'on est dans des hypothèses qui vont être effectivement validées par de nombreuses études? Et puis, les preuves scientifiques de la survie de la conscience. Alors ça, on nous l'a ressorti plusieurs fois déjà, le mot preuve, parce qu'effectivement, on n'a jamais de preuve absolue. Donc, on parle de preuves scientifiques, c'est-à-dire de preuves qui sont falsifiables, qui sont à un moment peut-être qui pourront évoluer. Hein, donc là, il s'agit effectivement d'un ouvrage dans lequel on a compulsé le maximum d'études depuis 45 à 50 ans en arrière sur ces expériences que Olivier qualifie d'expériences périmortelles, donc avant la mort, pendant la mort et après la mort. Donc voilà, et en fait, je pense que l'originalité de ce livre, il est premièrement de répondre à ces peurs le plus exhaustivement possible, mais bon, on n'a pas pu tout mettre, hein, bien sûr. Et puis voilà, donc c'est ça surtout l'objet des deux questions-réponses qu'on a mis au début et à la fin du livre. Et puis, donc ensuite, c'est de compulser effectivement toutes ces expériences périmortelles qui existent et de voir toutes les études qui ont pu être réalisées autour de ces expériences. Ensuite, toutes ces études vont chacune à elle-même, elles seules ne vont pas prouver quoi que ce soit, mais ce serait plutôt la convergence de toutes ces études qui va vers une même conclusion, en tout cas une même hypothèse, qui vont valider une même hypothèse, c'est qu'effectivement, il y a bien une conscience indépendante du cerveau et qui persisterait après la mort. Alors, je mets un conditionnel, mais pour moi, personnellement, il n'y a pas de conditionnel. Voilà. Bon, maintenant, je vais laisser Olivier. Oui, et toutes mes excuses pour ne pas vous avoir présenté. J'ai supposé que tout le monde savait, bien sûr, que toi, Marie-Odile, tu es psychologue clinicienne et Olivier, donc, est psychiatre et psychothérapeute. Hein. Mais tu as bien fait de le rappeler parce que ça vous donne aussi, bien sûr, une légitimité pour parler de ce sujet quand même. Vous avez une expérience clinique, en l'occurrence, tous les deux. Alors, Olivier, sur l'originalité de l'ouvrage, hormis, bien sûr, la superbe préface que je ne me lasse pas de lire et de relire. J'allais en parler. Je plaisante, bien sûr. J'allais en parler. J'allais en parler en te remerciant, en commençant par te remercier pour la très jolie préface que tu as faite et qui est un plus pour le livre. Merci encore. Et tu l'as fait très professionnellement, très rapidement, sans qu'il y ait besoin, comme dans certains cas, de supplier pendant des mois et des mois. Ah, non, mais moi, j'étais très inspiré, hein, bien sûr, par votre travail. Hein. Voilà, oui, alors notre livre, bon, il s'inscrit dans une lignée d'écrits francophones qui est de plus en plus nombreuse. Hein. Il y a les tiens de livres, il y a Charbonnier, Alix, Dudois, Jourdan, Cafardi, donc, qui est ici, voilà, et puis Lallier, etc. Alors, oui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans notre livre? C'est vrai que c'est le premier, à ma connaissance, hein, tu peux me contredire, qui rassemble… Tu peux baisser un peu ta caméra, peut-être qu'on te verrait mieux. Qui rassemble toutes les expériences périmortelles. Alors, tu en as cité, Marie-Odile. Je ne vais pas donner les initiales et les sigles parce que c'est un peu barbare, mais il y a notamment aussi, ce qu'il faut pas oublier, des expériences dites de vie antérieure ou de vécu subjectif de vie antérieure, et puis les expériences entre deux vies. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde toutes ces expériences et qu'on les laisse effectivement s'assembler, converger, on voit qu'elles semblent décrire un seul et même phénomène. Comme si on voyait par des fenêtres différentes le même paysage. Je m'explique, par exemple, il y a des gens qui font des expériences de mort imminente, qui au cours des expériences de mort imminente rencontrent des défunts qui leur disent des choses. Et ensuite, quand ils vont voir un médium pour parler du défunt, le médium dit exactement ce que la personne a vécu en état de mort imminente, par exemple. Ou des gens qui font un contact avec un défunt par EMDR ou par hypnose, puis quand ils vont voir un médium, c'est la même chose, enfin, etc. C'est-à-dire que chacune peut
se croiser et se valider, se cross-valider. Ce qu'on a remarqué aussi en croisant toutes ces expériences de périmortelles, c'est que donc tous les phénomènes pratiquement peuvent être partagés. C'est-à-dire que tu peux faire une EMI partagée, tu peux faire un contact avec un défunt partagé, etc., etc. Et ce qui va dans le sens que ce ne sont pas des hallucinations, parce que sinon deux personnes différentes ne pourraient pas avoir la même chose. On n'a pas deux hallucinations en même temps de la même manière. Ça, pour avoir travaillé 16 ans avec les patients psychotiques dans un hôpital psychiatrique, je le sais. Je suis bien placé, comme tu dis. Et que ce n'est pas quelque chose qui témoignerait juste de la pathologie d'un cerveau, puisque c'est vécu par des gens aussi qui sont en bonne forme. En fait, l'expérience de mort imminente, comme tous les phénomènes, sont des expériences de conscience élargie. Donc, parfois, il y a besoin de la présence de la mort ou d'un déficit biologique pour qu'elle se produise. Parfois, c'est juste que la conscience élargie par d'autres moyens. Voilà. Quelle est la différence aussi? Voilà. Alors, dans d'autres livres aussi, on a mis un chapitre scientifique qui indique quel modèle physique de la conscience et de l'âme peut venir proposer des pistes de réflexion et d'explication plausibles aux questions suivantes. Première question, quels sont les rapports entre la grande conscience universelle et la petite conscience individuelle? Et ça, on essaie de montrer un peu dans le livre le jeu qu'il y a entre les deux, notamment lors des passages à la mort, à la naissance, etc. Que sont les corps subtils des défunts perçus par les vivants? Parce que dans les contacts avec les défunts, spontanés, dans beaucoup de cas, dans 74% des 2/3 de personnes qui ont des contacts visuels, bref, les gens voient les défunts comme s'ils étaient en chair et en os. Donc, comment on peut encore voir des corps subtils, des corps, alors que le corps physique a disparu? On a aussi essayé de répondre, scientifiquement, entre guillemets, à comment les défunts peuvent maintenir des perceptions, parce qu'ils ont l'air de nous voir. Enfin, ils donnent des indications sur notre vie quotidienne, sur ce qu'on a déjà fait, et la personnalité. Ils gardent des traits de personnalité caractéristiques de ce qu'ils avaient quand ils étaient vivants, tout en étant un peu plus spirituels, dans les deux sens du terme, plus drôle et plus au courant du fait que voilà, il y a une vie après la mort, du coup. Apparemment. Et puis aussi, quelles peuvent être les dimensions non physiques où résident les âmes des défunts. Donc tout ça, c'est vrai qu'il y a des données, c'est-à-dire que les médiums ou les comptes rendus de médiums, etc., donnent des réponses à ça par les défunts eux-mêmes qui prospectent, mais on peut aussi, nous, essayer de donner, en tant qu'être humain vivant, quelques soubassements scientifiques pour commencer à dire c'est pas forcément farfelu, c'est pas du New Age, c'est pas. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, j'ai fini pour pas. Oui, voilà. Et puis, oui, je crois que j'ai un peu dit ce que j'avais envie de dire sur ce que peut amener le livre. Comment est-ce que tu expliques finalement que justement toutes ces données-là, elles n'amènent pas davantage de scientifiques, de chercheurs, en France en tout cas, à aboutir aux mêmes conclusions que vous, quoi? Et pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a encore une forme de tabou? Oui. Pourquoi est-ce que c'est jugé irrationnel? Est-ce que c'est une mauvaise application finalement du principe d'économie, du rasoir d'Occam? Moi, j'ai une réflexion là-dessus, donc que je te soumettrai également. Oui. Comment tu le vois ça? Comme dans beaucoup de pays, mais encore peut-être plus en France, il y a une confusion entre la spiritualité, la science post-matérialiste et la religion. Et les gens ont très peur que la religion fasse le mauvais coup qu'elle avait fait il y a des centaines d'années, c'est-à-dire qu'elle confisque le raisonnement de la science, qu'elle le limite, qu'elle le déforme, et donc qu'elle reprenne la main là-dessus. Et ça, les gens n'en veulent pas à juste titre. Alors qu'il ne s'agit pas de soustraction, il ne s'agit pas d'ôter quelque chose à la science matérialiste. La science post-matérialiste n'est pas quelque chose qui est basé sur la conscience comme première et la matière comme secondaire seulement. La science post-matérialiste ne propose pas d'éliminer le matérialisme. Elle propose de l'inclure dans un tout plus grand qui explique enfin certaines anomalies ou expériences extraordinaires qu'il est bien incapable d'expliquer ou qu'il explique très mal, très ponctuellement et avec des trucs, des arguments, mais à la mort moelleux tirés par les cheveux, vraiment. Soit par manque de bon sens, soit par mauvaise foi. Mais il y a des fois, quand même, quand on regarde comme les gens essayent d'expliquer les EMI, les expériences de mort imminente, par des hypothèses tarabiscotées, puis qui sont multiples, qu'il faut réussir à coordonner entre elles. Alors que, selon le principe du rasoir d'Occam, et puis même le principe du bon sens, l'hypothèse la plus simple, la plus directe, la plus efficace, la plus élégante, qui explique tout ça, c'est la conscience indépendante du cerveau, elle survient à la mort du cerveau. Et la conscience indépendante du cerveau, parce que la conscience est première, et nous, on a attiré un bout de cette grande conscience première pour lui donner la forme d'une petite conscience emberlificotée dans les corps physiques et puis les corps subtils, émotionnels, mentaux et spirituels. C'est-à-dire, on l'a comme un tourbillon qui, sur une mer plate, la grande conscience uniforme, va commencer à solidifier, entre guillemets, de manière un peu illusoire et éphémère, mais
quand même on y croit, on s'y identifie, une petite forme qui s'appelle l'ego, etc., et puis avec sa mémoire, et puis etc. Mais quand ça s'ouvre et qu'on rejoint la conscience universelle, soit par des phénomènes transpersonnels, soit mieux par des phénomènes mystiques et spirituels, encore plus grands, on retombe dans l'océan primitif, bref, et ben on s'aperçoit que je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Voilà, c'est pas grave. Alors, je rebondis quand même sur cette histoire de rasoir d'Occam. Hein, donc, pour situer, peut-être pour les gens qui ne savent pas exactement ce que c'est effectivement le fait de privilégier l'hypothèse la plus simple. On dit principe qui explique de le plus de faits. Et qui voilà, explique le plus de voilà. faits. Absolument. Le principe d'économie des hypothèses, principe de parcimonie, etc. Il y a plusieurs noms. Effectivement, tu dis, et moi je suis d'accord avec toi évidemment, hein, que l'hypothèse la plus simple, c'est de dire que oui, la conscience survit à la mort physique et que ça explique tous ces phénomènes-là. Mais j'ai l'impression que dans l'esprit de beaucoup de scientifiques, de beaucoup de sceptiques en particulier, eux privilégient l'hypothèse qui est la moins extraordinaire, parce que pour eux, si on dit qu'il y a une vie après la mort, c'est censé être une hypothèse extraordinaire, et que ça nécessite des preuves extraordinaires. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est une faute de raisonnement, puisque on juge cette hypothèse comme étant extraordinaire uniquement, en fait, dans le cadre d'une pensée matérialiste qui n'a que quelques siècles. Hein, on est dans cette pensée-là depuis la révolution des Lumières, depuis le triomphe du rationalisme. Donc cette hypothèse, elle est jugée extraordinaire uniquement dans ce contexte-là, alors que à travers l'histoire et le temps et à travers l'espace, puisqu'il y a énormément de gens qui sont croyants sur la planète, la majorité des gens sont croyants sur la planète, ce n'est pas une hypothèse qui est jugée extraordinaire. Donc il y a une faute de logique quand même dans cette histoire-là. Oui, parce que ça, c'est bien notre culture, et notre culture occidentale récente, qui trouve extraordinaire qu'il y ait une conscience qui survive à la mort du cerveau. Moi, je trouve personnellement que c'est extraordinaire de croire que des petites cellules nerveuses qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas vécu grand-chose, hein, qui sont passées parties de chez leurs parents, qui n'ont pas une grosse valise avec une encyclopédie, ces petites cellules nerveuses, en réunissant leur méconnaissance, leur ignorance, elles réussissent à faire des choses aussi fabuleuses que ce qui se passe dans l'expérience de mort imminente, notamment, ou dans les contacts, c'est-à-dire une conscience accrue, non locale, capable de prouesses, de mémorisation, de transformation, etc., bah, balèze. Alors moi, je dirais, c'est à eux, les matérialistes, qui disent des choses extraordinaires du genre que la conscience est créée par le cerveau, de prouver et de me donner des choses extraordinaires. Et ils l'ont pas fait, ils n'ont jamais prouvé que la conscience était créée par le cerveau, et ils n'ont jamais prouvé que l'âme n'existait pas. Parce qu'attention, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Hein. Donc, ça veut pas dire alors, sachant en plus qu'ils ne sont pas capables d'expliquer comment fonctionne la conscience ordinaire. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont gonflés, parce qu'ils ont renversé le truc, si tu veux, ils ont confisqué la science pour une idéologie, et ils disent c'est nous les scientifiques, donc c'est à vous de faire les preuves extraordinaires. Non, 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 c'est nous les scientifiques, c'est nous qui savons, parce qu'attention, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Ce sont des savoirs qui sont basés sur des connaissances, donc les lectures, les rencontres, les enquêtes, et des expériences. Pour ayant vécu certaines expériences, et toi aussi des expériences spirituelles, on sait quel est le poids et l'importance de la conscience dans tout ce qu'on vit. Alors Marie-Odile, sur cette question-là, j'aimerais aussi ta réaction. Est-ce que toi aussi, tu t'es forgé une conviction à partir d'un vécu, à partir de ton expérience clinique, à partir de lecture? J'imagine que c'est tout ça à la fois. Oui, c'est tout ça à la fois et depuis très longtemps. Moi, c'est un sujet qui me passionne et m'intéresse depuis l'adolescence. Hein. J'ai lu évidemment Raymond Moody, La source noire de Van Hersel et à 16 ans. Et c'est des sujets qui m'ont toujours vraiment passionnée. Je pense que déjà c'était pas forcément en moi, c'était même pas une croyance, c'était comme un savoir intuitif. Voilà. Et puis, c'est vrai que maintenant, par rapport à toutes ces études, on peut se rendre compte qu'il y a une convergence évidente. Et c'est vrai qu'il faut vraiment le faire exprès pour se dire, ben non, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose après la mort. Quelque chose comme ça, c'est difficile après il y a quand même toujours en nous, enfin moi je ne sais pas pour vous tous, mais une part de scepticisme, même si on est profondément convaincu, qu'on a une conviction, il y a toujours quand même, hein, on ne sait pas vraiment tant qu'on n'a pas expérimenté. Et ça, je pense que c'est super important parce que la théorie
ne suffit pas. Évidemment qu'on peut faire des hypothèses, qu'on peut observer les choses de l'extérieur, faire se recouper les résultats, etc. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté réellement quelque chose, je crois qu'on ne peut pas le savoir, en tout cas le comprendre vraiment. Et effectivement, le fait d'avoir vécu quelques expériences d'ouverture de conscience, en tous les cas, a corroboré cette intuition de départ. Voilà. Après, c'est sûr que la science n'est pas réservée aux personnes matérialistes, et je pense que ça, c'est une grande erreur de croire que la science, c'est le matérialisme. Évidemment que non, puisque on observe des phénomènes. Ces phénomènes sont extrêmement répandus sur la planète. Ils sont vraiment vécus par des personnes de toute origine ethnique, de tous âges, de religieux ou non, rapportés vraiment à toutes les époques quand même, hein, aussi. Il faut y penser à ça. Et donc là, la vraie science, pour moi, c'est d'aller observer des phénomènes qui sont là, et puis d'aller essayer par tous les moyens d'essayer d'expliquer ou de au moins poser un intérêt là-dessus. Alors que pour les scientifiques, on va dire classiques, matérialistes, ils n'ont même pas l'idée d'aller chercher, parce que c'est comme si c'est acquis que de toute façon ces phénomènes-là, ça ne peut pas exister, ou en tout cas c'est des hallucinations, c'est de la folie, c'est ce que vous voulez, du délire, etc. Donc je pense que c'est déjà, ce n'est pas une vraie approche scientifique que de dire ça n'existe pas. Voilà. C'est un peu le même problème, c'est un peu le même problème que pour les phénomènes psy, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de l'admettre parce qu'il n'y a pas de cadre théorique, quoi. Et alors vous faites un travail pour essayer de proposer des tentatives d'explication, de cadre explicatif, de cadre théorique dans le livre, mais je pense que beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions-là, éventuellement qui travaillent là-dessus, sont gênés par ça, par le fait qu'on n'a pas de théorie en fait pour expliquer ça, et du coup on rejette le phénomène lui-même, alors que la démarche scientifique, effectivement, c'est l'inverse. C'est de partir des faits pour essayer de faire évoluer la théorie. On est un peu enfermé dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, par rapport aux phénomènes psy, PSI, tout ce qui est tous ces phénomènes, bon, la télépathie, la psychokinèse, etc., majoritairement, ces phénomènes ont été prouvés. C'est même pas on ne s'y est pas encore intéressé, mais ils ont été prouvés, hein. Il y a plein d'études, on en met quelques-unes dans le bouquin, mais il y en a plein. Et ça, c'est pas pris en compte, alors qu'il y a de vraies preuves scientifiques, c'est-à-dire avec des seuils, voilà, une méthodologie qui est tout à fait voilà, cohérente et correcte, quoi. Alors, vous vous êtes réparti le travail dans ce livre. Toi, tu t'es plus intéressé justement, tu parlais d'expériences périmortelles tout à l'heure, tu t'es plus intéressé, toi, aux expériences de fin de vie, finalement. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes observations par rapport à justement aux études, au recueil de témoignages qui ont pu être faits dans ce cadre-là? On a Sylvie Caffardi également qui est intervenue la semaine dernière, qui pourra intervenir, bien sûr, hein, si elle le souhaite. Oui, j'ai lu son livre, hein, je l'ai trouvé super. Vraiment, ce livre est vraiment, je le conseillerais aussi, parce que déjà, avant de commencer de parler des expériences de fin de vie, je voudrais dire aussi que dans mon cabinet, comme dans le cabinet de plein de psy, il y a des personnes qui arrivent et qui ont vécu des deuils difficiles, qui eux-mêmes parfois sont confrontés à une maladie grave et avec une connexion à éventuellement je vais peut-être bientôt mourir. Et toutes ces personnes-là, ben c'est vrai que de pouvoir avoir un livre de référence où on montre qu'effectivement il y a des études, etc., et que on ne parle pas à partir de juste une conviction personnelle, ça a été quelque chose de super important. Moi, j'ai pu le conseiller maintenant, ce livre, à beaucoup de mes patients qui avaient besoin de lire des choses et qui ont été d'ailleurs très rassurés et qui ont vraiment aimé. Mais celui de Sylvie Caffardi, je pense qu'il est aussi très abordable et très complet. Et donc, vraiment, j'ai trouvé super. Voilà.
Donc effectivement, dans votre livre, vous parlez aussi de ça, des visions des agonisants. Donc ça, c'est les expériences de fin de vie. Hein. Là, il y a les visions des agonisants, donc c'est les deathbed visions. Donc, qu'est-ce que c'est les visions des agonisants? C'est ces moments où les personnes mourantes vont voir soit des personnes qui étaient défuntes de leur famille ou des êtres lumineux ou des lumières particulières ou aussi des paysages merveilleux et entendre parfois des musiques extraordinaires. Et à ce moment-là, être connecté, c'est un petit peu comme si elles étaient connectées à la fois dans une autre déjà dimension qui commencerait à s'ouvrir et puis leur chambre d'hôpital quoi, ou leur chambre chez eux. Et donc, en fait, ces visions-là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, des études interculturelles aussi. Et ces visions, elles ont été d'ailleurs validées par les proches et par les soignants qui ont, alors les études évidemment, elles ont été des questionnaires aux soignants, des questionnaires aux familles pour évoquer combien de personnes, enfin voilà, voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, hein, qu'est-ce qui se passait exactement. Et donc apparemment, un consensus maintenant, on dit qu'il y a à peu près 50% des personnes qui ont des visions quand même, donc c'est quand même énorme, c'est pas rien du tout, et que ces visions sont même parfois partagées par des soignants, des équipes médicales ou des proches. Et là, effectivement, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'hallucinations ou de problématiques. C'est-à-dire, tu peux donner des exemples, c'est-à-dire que les gens qui sont à côté voient la même chose? Oui, voilà, par exemple, il y a une équipe, je ne sais pas si je l'ai noté, oui, il y a une équipe qui a été en présence de quelqu'un qui voyait, qui avait des visions, et toute l'équipe, en fait, ils étaient trois, je crois, médecins, infirmiers, a vu la même chose. Donc en fait, ils se sont parlé après, quoi, en disant mais est-ce que tu as vu comme moi, est-ce que tu as vu comme moi? Et effectivement, apparemment, ça arrive quand même assez souvent. D'ailleurs, je pense que Sylvie Caffardi, elle a des exemples. C'est ça qui est super aussi dans son livre, c'est qu'elle a beaucoup de témoignages précis, enfin vraiment des histoires qu'elle raconte là-dessus, quoi. Et voilà. Alors sur les visions. Il y a un euh, autre, il y a un autre oui, phénomène aussi qu'on appelle donc la conscience accrue à l'approche de la mort, voilà, oui, near death awareness en anglais. ouais. Donc c'est pas la même chose, hein, ça. Non, c'est pas tout à fait la même chose. La conscience accrue à l'orée de la mort, en fait, c'est il y a aussi ce qu'on appelle la lucidité terminale. Oui, ça c'est encore autre Euh, chose. voilà, c'est encore autre chose. Hein, mais c'est une conscience en fait qui est augmentée en fait au moment où bon alors des personnes qui ont pu être confuses ou qui ont pu être Non, 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 non. pardon Olivier. Pardon, excuse-moi, non. Je peux Vas-y. je peux intervenir ou pas? Vas-y, Vas-y, vas-y. interviens, je t'en prie, au contraire. Merci. Near Death Awareness, ça veut dire qu'il y a donc une conscience accrue. Alors, ça peut être la conscience accrue comme les gens qui ont des visions, les agonisants qui ont des visions, ce que tu viens de dire, mais ça peut être une conscience accrue, une sorte de pressentiment inconscient qui vont bientôt mourir alors qu'ils n'ont pas de maladie déclarée et qui n'ont pas encore eu l'accident qu'ils vont avoir, mais qui préparent leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils règlent leurs comptes, qui vont voir des amis qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, disent aux gens pardon ou demandent pardon s'ils ont fait des choses, veulent faire un dernier voyage. Parfois, si c'est des adolescents, ils font des chansons où ça parle de leur mort ou de la mort, où ils dessinent des enfants, des dessins les mettant en scène. C'est-à-dire comme si l'âme savait déjà qu'elle allait partir et qu'elle commence à en donner des signes. C'est marrant parce qu'il y a l'Obvet dit toute mort est un suicide, c'est-à-dire toute mort, hein, quelle qu'elle soit. C'est l'âme qui a décidé de partir parce qu'il était temps. Donc il rigole entre guillemets, plus ou moins d'ailleurs, en disant toute mort est un suicide. Et ta décision de l'âme de se dire stop, c'est fini, j'ai assez, je vais migrer. Le petit appartement que j'ai là, il est un peu bruyant, il est un peu exigu, le quartier pas terrible. Je vais aller migrer dans un plus grand appartement, plus lumineux, etc. Et ça, personne n'y trouve à dire. Hein. Je veux dire, bon, bref. Donc ça fait partie des phénomènes de conscience accrue à l'approche de la Voilà, mort. tout à fait. Donc ça peut précéder en fait le décès de Voilà. longtemps. Et ce qu'on appelle l'expérience de fin de vie, c'est l'ensemble. C'est-à-dire Near Death Awareness plus Deathbed Vision, donc vision des agonisants, plus lucidité terminale, plus etc. C'est une grosse catégorie.
D'accord. Alors, Marie-Odile, ouais, on a une idée aussi en termes quantitatifs du nombre de personnes qui sont concernées, enfin, du pourcentage, ou je sais pas, parce que je crois que la lucidité terminale, c'est relativement rare quand même, enfin, c'est rarement observé, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est si rarement observé que ça, hein. Je sais qu'en fait, je cherche juste parce que j'ai fait des petites fiches là pour me rappeler exactement, mais j'ai pas le chiffre exact là. Lucidité terminale, on va dire que c'est un petit peu particulier. C'est des patients qui sont atteints de graves affections neurologiques ou comment on pourrait dire, psychiatriques, hein, schizophrénie, Alzheimer, des personnes qui ont des tumeurs, des abcès cérébraux, méningites, etc., ou des démences, et qui retrouvent subitement une clarté mentale et de la mémoire quelques minutes ou quelques heures juste avant leur mort. Et ça a été observé quand même assez souvent. Et ces discours, ils sont censés, rationnels, ils peuvent discuter avec leurs proches, ils peuvent leur dire au revoir. Et donc, en fait, ces cas, ils sont quand même assez étonnants parce qu'ils montrent parfois sur des cerveaux extrêmement lésés que la conscience peut redevenir intacte. Voilà, même lorsque l'état du cerveau ou du psychisme devrait rendre ça impossible. Voilà. Bon, c'était. Voilà, si le cerveau était vraiment à l'origine de la conscience, on se dit, mais ça ne pourrait pas exister, ça ne pourrait pas être observé. Oui, c'est impossible dans le cadre de ce modèle. Peut-être Sylvie veut nous apporter des précisions en termes de données ou pas. Il faudrait que Najib ouvre le micro si Sylvie veut intervenir. Je ne sais pas si elle le souhaite. Sylvie, oui, c'est ouvert. Merci. Merci beaucoup Marie-Odile. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. J'étais très touchée par ce que vous avez dit sur mon livre. J'ai plein de choses à dire en fait parce que je prends des notes depuis le début. Okay. En ce qui concerne les épisodes de lucidité terminale, je confirme, puisque je m'occupe de patients malades d'Alzheimer, je confirme que des soignants et des visiteurs de malades m'ont rapporté des épisodes où quelques jours avant la mort aussi, les personnes qui, même ne sachant plus parler, ne comprenant plus ce qu'on leur disait, pouvaient discuter à nouveau comme avant, alors qu'effectivement, l'état du cerveau ne devait plus le permettre. Ceci dit, effectivement, on peut s'interroger, vu qu'il y a quand même, comment dire, une même chronologie, puisque les visions des mourants et les lucidités terminales, ça se produit également dans les jours qui précèdent le décès. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas un même phénomène en jeu là-dedans. C'est à étudier. Je remercie Marie-Odile pour les précisions sur le titre de son livre, qui effectivement m'ont mise un peu sur la défensive. D'abord le mot croire, et puis le mot il faut. De quel droit oblige-t-on les gens à croire à quelque chose? Effectivement, je suis contente de savoir que ça vient pas d'eux. Les éditeurs, voilà, ça les éditeurs, ils ont toujours des idées. Oui, je comprends. Ensuite, en ce qui concerne, je dirais ne pas mettre tous les matérialistes dans le même panier. Les vrais scientifiques sont des chercheurs de vérité, tout comme les vrais spiritualistes d'ailleurs. Ce sont des chercheurs de vérité, et s'ils ne se lancent pas tout de suite, c'est parce qu'ils ont peur de s'égarer. Donc ils s'accrochent à leur base matérialiste, mais ils ne sont pas forcément fermés à une ouverture plus spirituelle. Mais il faut leur laisser le temps d'y arriver. Je cite comme exemple que c'est quand même le Coma Science Group qui a démontré que les récits de MI n'ont rien à voir avec les récits d'hallucination. Et que donc, on ne peut pas dire que les EMI sont des hallucinations. C'est le Coma sauf que Sylvie, même si on le sait. Pardon de vous couper, Sylvie, mais c'était déjà dans des études précédentes de Grayson, de Gring, etc. Le Coma Science Group a fait un travail super, mais pour moi, ils ont surtout redécouvert des choses qui avaient déjà... Bon. avec des non, je dirais pas jusque-là, mais avec des protocoles peut-être plus rigoureux. En tout cas, tout ce qu'ils ont amené, ça avait déjà été amené par d'autres chercheurs, peut-être pas avec autant de rigueur, on va dire. Bon. C'est la rigueur, mais c'est un pas en avant. Comme ils sont très rigoureux, justement, ils sont écoutés. Et par eux, on peut avancer. On ne peut pas les mettre de côté. Et voilà, il faut leur faire confiance dans leur avancée, peut-être trop lente au goût de certains, mais ils avancent. Et puis, il y a Lionel Lacache aussi,
Lionel Nakache, qui est neuroscientifique, que j'ai entendu récemment sur l'émission La Démarche Scientifique. Bon, j'ai aussi une interview de lui dans le bulletin de l'Ordre national des médecins. Et il y a une petite citation qui me plaît bien, que je vous dis. Elle est un peu longue, hein, je peux pas. La prise en compte d'un fait de conscience rapporté par un individu sain ou malade me semble requérir de trouver la bonne distance. Ne pas dévaloriser les pensées subjectives au nom du fait qu'elles sont subjectives, et à l'inverse, ne pas prendre ces dernières pour argent comptant au nom du fait qu'elles constituent la réalité psychique de chaque individu. C'est là un défi permanent posé aux cliniciens et aux chercheurs. Oui, Ça laisse une grande ouverture vraiment d'esprit. important. C'est vraiment important de le dire parce que Nakache, donc, il est de l'école Changeux de Han, hein, bien sûr. Donc, c'est Oui. vraiment les matérialistes purs et durs. Mais il montre une ouverture, effectivement. Hein, et ça, c'est également comme Steven Lorez. Ils sont de moins en moins sur des fondamentaux, des choses qui sont intangibles. Ils acceptent de s'ouvrir à la possibilité qu'il y ait autre chose, finalement, y compris une réalité de nature spirituelle. Ça, c'est un vrai progrès. Hein. Tout à fait, c'est très encourageant. Il ne faut pas les mettre de côté, on va dire. En plus, dans cette émission, j'ai bien aimé parce que l'animateur a proposé à Monsieur Nakache de travailler avec des physiciens et il a accepté. Donc c'est peut-être un premier pas et c'est très encourageant. Ça peut ouvrir. Ouais, il devrait l'avoir fait depuis longtemps, hein, ceci dit, mais bon. Ah, il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. C'est encourageant. C'est très encourageant. Très encourageant. Et puis, voilà. Je Très pense bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. On vous redonne la parole, hein, bien sûr, si vous souhaitez. Merci. Olivier ou Marie-Odile? Vas-y, tu veux parler, Marie ou... Non, vas-y, je pense que tu as des choses à dire, certainement. Oui, le temps, c'est pas sûr qu'on en a autant que ça, hein, de temps pour changer d'état de conscience. Les expériences périmortelles sont d'excellents outils pour vraiment faire changer la conscience des gens, s'apercevoir de ce qui est important dans la vie ou de ce qui l'est pas. Et c'est pas évident qu'on ait tant de temps que ça, vu le monde dans lequel il va. Et si on suit les pas traînants, hésitants et enfonceurs de porte ouverte, excusez-moi, du Coma Science Group, qui montrent des choses que depuis longtemps, tous ceux qui ont vécu ça le savent. Il n'y a pas besoin de se soumettre à la science. On n'a pas à être assujetti à la science. Pour moi, c'est un rapport de domination qui n'est pas sain. Voilà, c'est tout. Après, on prend comme on veut. Je sais, j'ai bien entendu les arguments. Hein. Alors, ce que je voulais dire aussi dans le livre, aussi pour ce dont on parle et qui n'est pas forcément souvent rapporté dans la littérature francophone, il y a deux choses, notamment les médiums à effet physique. La médiumnité à effet physique, c'est un truc extraordinaire qui remet complètement en jeu le modèle matérialisme, alors complètement. Hein. Et quand on sait dans quelles conditions c'est fait et observé, on peut se dire, tiens, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important à chercher là-dedans. Et puis ce qu'on appelle, et ce qui est très scientifique par des ingénieurs électroacousticiens, électroniciens, physiciens, c'est ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Alors, il y a possibilité d'interroger les défunts et d'avoir des messages d'eux enregistrés sur des appareils divers. Et ça, ça a été démontré quelque part. Donc, je voudrais que tu donnes des exemples des deux. Et on commence par la transcommunication instrumentale, justement, puisque tu viens de finir là-dessus. Moi, je trouve que les messages, je donne mon opinion là, sont vraiment frustrants, quoi. C'est-à-dire qu'on a des messages très courts, avec quelques mots, vraiment un mot, deux mots, et on peut invoquer le phénomène de pareidolie, c'est-à-dire qu'on entend ce qu'on a un peu envie d'entendre, quoi. Quand on voit un message de transcommunication qui est sous-titré, on dit oui, effectivement, mais sinon, c'est pas évident. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir un message plus clair? On ne peut pas avoir des choses plus claires que ça, avec des vrais prénoms, etc. Est-ce que toi, tu as entendu vraiment des messages très convaincants? Moi, ce que je sais, c'est que. Alors, moi, une fois, j'étais dans un séminaire, j'ai fait venir des gens qui. Je ne me rappelle plus les noms des gens qui, en France, font la transcommunication instrumentale. C'était un couple. Alors, peut-être vous trouverez le nom. Et on avait fait en groupe, comme ça, ils étaient venus gratuitement faire une démonstration. Des enregistrements comme ça, après des questions posées, et puis laisser tourner un bruit blanc, etc., randomisé. Et il y a eu des choses, oui, nettes. Moi, dans ce que j'ai vécu, c'était des choses nettes. C'était pas, comme tu dis, pareidolie, etc. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé, quand je parle d'ingénieurs, etc., des physiciens, etc., Jürgenson, Rodiv, Hans Otto Koenig, qui ont travaillé sur des milliers de cas, qu'ils donnaient à écouter à des gens qui ne savaient pas ce dont il s'agissait. C'est-à-dire pas des gens qui s'apprêtaient à écouter des voix venant des morts, etc. Et les retranscrits des séances et d'écoute étaient validés, donc donner quelque chose qui n'était pas lié à la subjectivité. Donc il y a quand même eu beaucoup de choses là-dessus qui ont été faites. Cardozo, qui est une diplomate espagnole qui a fait beaucoup de choses avec la radio,
pour écouter. Alors elle s'intéressait pas tellement d'ailleurs à savoir s'il y avait une vie après la mort ou pas. Elle s'intéressait à demander aux défunts qui étaient contactés par radio, avec une communication dans les deux sens, comment était la vie dans l'après-vie, quoi. Et pareil, elle a eu des réponses précises, nettes et cohérentes. Et ça, ces travaux ont été vérifiés. Il y avait des scientifiques présents, des prestigitateurs ou des machins, de trucages présents. Et les gens, quand tu lis leurs travaux, tu te dis, bah oui, bah c'est. J'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même, je veux dire entre guillemets, prouvé. Il y a quand même des choses sérieuses et pas par des allumés. Et alors, les médiums Oui. à effet physique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un médium à effet physique? Oui, alors dernière chose sur la transcommunication instrumentale, il faut savoir qu'au départ, elle a été faite, elle a été découverte. Alors, il y a Marconi qui avait inventé les télégraphes sans fil et puis qui était le seul à avoir cet appareillage dans le monde. À un moment, puis à un moment, il reçoit des messages. Alors Marconi, il se dit, waouh, ça vient d'où ce truc-là? Pareil pour Tesla. Tesla, il étudiait des moyens de communiquer à distance sans fil d'électricité. Et pareil, il reçoit des messages. Donc ça c'est un peu la proto-histoire, les précurseurs. Mais celui qui a marqué, c'est Jürgenson. C'était un monsieur qui faisait des reportages sur les bruits de la nature, les chants d'oiseaux, et qui à un moment enregistre sur sa bande, qu'il avait laissé filer comme ça, une voix qui était celle de son père et qui disait quelque chose avec son prénom, son surnom, etc. Et ça a été le début parce que c'était pas prévu. Si tu veux, on peut pas dire c'est fait exprès, voilà, les gens ils y croient à l'avance et donc quand ils y croient, ils entendent bien ce qu'ils veulent. Ou parfois même on croit que c'est de la psychokinèse, c'est-à-dire qu'ils seraient capables d'imprimer par leur seul mental des bandes audio. Or, il a été montré que non, parce que probablement c'est des gens qui n'ont pas de don de psychokinèse par ailleurs. Quand ça se passe, ils n'y pensaient pas, etc. Et puis pour créer de la psychokinèse qui a été montré, on peut faire de la psychokinèse sur bande, il faut beaucoup, beaucoup de concentration, c'est une technique, alors que souvent les savants, maintenant, même ils font enregistrer des magnétophones par d'autres magnétophones et qui sont à déclenchement aléatoire, donc il y a des questions qui sont posées qui viennent de gens inconnus, voilà. Et puis il y a un autre magnétophone qui se déclenche pendant qu'il n'y a rien, il enregistre justement les réponses des défunts et après quand il faut tourner le deuxième magnétophone, il y a des voix, etc. Enfin, il y a plein, je peux pas, dans le livre, je décris toutes les étapes et la complexité des choses, mais c'est vraiment fascinant en tout cas, fascinant. Alors, oui. Ouais, la TCI, pour terminer là-dessus, c'est un peu comme le spiritisme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus quelle est l'entité qui se manifeste, et comme on a des messages très très courts, on ne peut pas avoir de preuve qu'il s'agit bien de la bonne personne, et l'hypothèse de la psychokinèse, elle reste valide à mon sens, elle ne peut pas l'exclure non plus complètement. Hein. Oui, mais alors pas suffisamment parce que quand les gens ne le souhaitent pas, ne le veulent pas, ne se concentrent pas là-dessus, et qu'il arrive des choses avec des prénoms, des surnoms, des détails qui surprennent les auditeurs et qui s'adressent parfois à des scientifiques qui sont venus voir ce qui se passait mais qui ne voulaient pas participer et que la voix s'adresse en leur donnant leur prénom, etc. C'est plus que de la psychokinèse, ça, tu vois, quand même. Alors, les médiums, oui. Alors, si je pouvais encore dire une chose sur les médiums, j'aurais accompli ma tâche pour ce soir. Après, ça sera du surplus. Parce que y a 3 types de médiums. Les médiums mentaux, c'est-à-dire ils reçoivent de conscience à conscience, comme une sorte de télépathie, quoi, ou de télésomesthésie, c'est-à-dire ils ressentent dans leur corps ce que les défunts peuvent leur faire vivre de très vivant. Hein, ils ne sont pas en état de transe, et c'est vraiment leur conscience qui reçoit. Il y a deuxièmement les médiums à transe. Alors eux, ils ont ce qu'on appelle des esprits contrôle, c'est-à-dire en fait des esprits de défunts souvent, qui prennent la place de leur propre esprit, ils se dissocient un peu, ils se distancent, ils se détachent, et ils laissent l'esprit contrôle utiliser leur corde vocale pour laisser parler les défunts, ou parfois utiliser leurs mains pour faire de l'écriture automatique. Et eux, souvent, ils sont en transe, eux aussi, souvent, ils ne sont plus conscients de ce qu'ils ont vécu quand ils reviennent à leur état normal. Et alors, le plus du plus, c'est ce qu'on appelle les médiums effets physiques. Et si je peux passer 5 minutes là-dessus, pour vous dire quand même que là, il y a du gros, il y a du lourd. Et autant là, les défunts qui communiquent n'utilisent pas seulement le corps physique du médium, mais aussi son corps énergétique, sous forme d'ectoplasme ou de corps énergétique qui est capable de prouesse. Alors, il faut savoir que dans ces études-là, les médiums sont entourés de contrôleurs, c'est-à-dire de gens scientifiques ou spécialistes de la magie ou de la fraude, qui, avant la séance, vérifient toute la salle, s'il n'y a pas des mécanismes pour faire des effets spéciaux, etc., qui ensuite attachent le médium à sa chaise, c'est-à-dire par les chevilles et par les mains, qui lui mettent des bandes fluorescentes, parce que souvent c'est dans une sorte de pénombre, pour voir s'il ne se déplace pas finalement, qui, pour les voix, alors je parlais des voix multiples, lui mettre du scotch dans la bouche avec de l'eau dans la bouche et parfois même enregistrer les cordes vocales pour être sûr que les voix qu'on va entendre indépendamment à l'extérieur ne viennent pas de lui, qui le fouille complètement au corps avant la séance
et après la séance, pour vérifier que l'ectoplasme, ce n'est pas un truc de magicien, etc. Bref. Or, qu'est-ce qui se passe dans ces séances dites de médium à effet physique? Il y a 3 types de phénomènes. Il y a le phénomène des voix indépendantes externes, il y a le phénomène des apparitions, et il y a le phénomène de la psychokinèse. Parlons des voix externes indépendantes. C'est-à-dire que tu es dans la salle, comme ça, il y a 2-3 personnes qui sont là aussi, qui accompagnent le médium pour éventuellement avoir des messages, des défunts. Bon. Et puis tout d'un coup, il y a des voix qui se manifestent, venues d'on ne sait où, en tout cas qui ne viennent pas du médium, qui sont dans des 4 coins de la pièce, qui sont souvent reconnus par les gens, les consultants, comme venant d'un défunt, assez typique, qui parfois utilisent un cône, le font léviter et parlent à travers ce cône pour amplifier leur voix. On voit le cône luminescent qui s'élève dans les airs. Alors le médium, il est toujours attaché, voire même il y a les gens qui sont des expérimentateurs à côté de lui, qui le tiennent même, non seulement il était attaché comme ça, mais ils mettent leurs mains dessus pour vérifier qu'il ne s'est pas détaché, etc., quoi. Qui sont capables de parler en langue étrangère que le médium ne connaît pas, mais que les gens dans la salle, certains connaissent, qui sont capables de chanter, et parfois de manière, comme on appelle ça quand on chante à l'opéra. Lyrique. Merci, voilà, merci. Lyrique, donc le médium n'est absolument pas capable de faire ça, qui sont multiples, qui soit parlent en même temps que le médium, donc c'est difficile d'avoir plusieurs voix en même temps, il faut le faire, surtout quand tu as un bâillon et tu as de l'eau dans la bouche, hein, et qui parfois sont en dialogue avec le médium ou avec d'autres personnes dans la pièce. Bon, ça, c'est les voix indirectes, etc. Il y a Indri Hydradasson, qui est un médium très connu pour ça, et puis Stewart Alexander, dont parle Leslie Kean dans son livre récent, une journaliste qui a fait un bon livre aussi de vulgarisation sur toutes les expériences périmortelles, à lire vraiment. Je ne me rappelle plus du titre de Leslie Kean, mais je sais que tu l'as lu, Jocelyn. Survivre à la mort, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a même des expériences en groupe côté fait, The Scole, S-C-O-L-E Experiment, de Solomon et collaborateurs. Enfin bref, des gens qui sont vraiment intéressés de près à ça. Et donc, en plus des voix donc, indépendantes multiples, il y a ce qu'on appelle la psychokinèse, c'est-à-dire que des objets se déplacent dans la salle, lévitent, parfois même le médium lévite, mais il n'y a pas de trucage, ils ont bien vérifié avant-après. Il y a des instruments de musique qui jouent tout seuls, pareil, personne n'y touche. Hein. Il y a des objets qui passent à travers d'autres objets, la transubstantiation, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, je ne sais pas si c'est un nom technique, etc. Il y a des coups qui sont frappés aux portes et aux murs, au plancher. Évidemment, ce n'est pas le médium, il est contrôlé pendant ce temps-là. Il y a. Et puis, il y a des apparitions. Alors, les apparitions, c'est quoi? Des apparitions d'objets qui étaient dans une pièce à côté qui arrivent, alors que la porte, bien sûr, était fermée, etc., à double tour, les clés gardées, ou d'objets qui disparaissent. D'accord. Au sol, ou des pieds, des mains qui apparaissent, ou des corps entiers qui reconnaissent les sujets présents. Et il y a même eu des moulages qui ont été faits, des bacs de cire chaude, dans lesquels le défunt, enfin, la main qui apparaît se met dans la cire, laisse une trace, donc une sorte de pellicule, et sans la déchirer, ce qui est étonnant, parce que normalement ça devrait. Et puis ensuite, il y a des moulages qui sont faits en plâtre. Et il y a l'Institut métapsychique international à Paris, ces fameux moulages qui ont été faits lors de certaines séances au 19e siècle de médium à effet physique. Donc ça, on n'en parle jamais. C'est vrai que c'est détonnant. J'ai oublié des détails, mais je vois qu'il faut… Alors, justement, on en parle assez peu parce que les travaux de l'Institut métapsychique en particulier, ils sont relativement anciens. Mais là, tu as cité des choses plus récentes, il me semble. Oui, il y a des médiums récents. Stewart Alexander, par exemple, dont Leslie Kean a fait l'expérience, dont le professeur Fontana a fait l'expérience. Le professeur Fontana, c'est un professeur de psychologie anglais qui a étudié aussi beaucoup ce phénomène. Il a écrit tout un livre très intéressant là-dessus. Il y est allé, il a vérifié, il n'avait pas intérêt à mentir. Dans The Skull Experiment, qui est un livre récent, qui est une expérience récente, il y a eu la plus grande rigueur scientifique qui a été faite pour essayer de démonter ça. Je te dis, il y a des magiciens, des illusionnistes, des spécialisés effets spéciaux, tout ça, qui viennent voir et qui viennent dire on ne peut pas expliquer autrement que par le fait que la conscience une conscience extra, enfin, qui ne dépend pas des gens qui sont dans la pièce, qui ne dépend pas de pouvoir psy, ni super psy, a pu produire ça. Voilà. Là, il faut des conditions de contrôle tout à fait. Hyper rigoureuses. Extrêmement rigoureuses. Valider, parce que là, on est dans un phénomène tellement extraordinaire. On est d'accord. Alors, on a un débat en parallèle là sur le chat. Donc, il y a quelqu'un qui témoigne avoir reçu un message de sa sœur décédée sur un répondeur téléphonique. Et ça, c'est des cas qui sont pas isolés aussi. On en a plusieurs. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que c'est pas quelqu'un qui serait dans un entre-deux finalement, qui serait pas encore… Alors, ouais, ces phénomènes, ils sont anciens. Hein. Oscar Dargonel, qui est un Brésilien portugais, en 1925, il avait colligé des centaines de cas de communication avec les défunts. Scott Rogo, plus récemment, a publié 50 cas. Et c'est typique, l'image typique, c'est tu reçois un coup de téléphone, tu décroches, c'est un ami qui t'appelle,
tu discutes avec lui, tu parles avec lui, puis tu raccroches. Et puis, tu apprends en fait qu'à l'heure où tu avais téléphoné avec lui, en fait, le mec, il était mort d'un accident, quoi. Une demi-heure avant, tu vois. Donc, c'est théoriquement pas possible. Mais il semble que les défunts sont capables d'utiliser les ondes électriques, électromagnétiques de différents appareils. Ils ont fait ça sur les magnétoscopes, sur les postes de télévision eux-mêmes, les radios, les ordinateurs, les fax, euh, et puis les téléphones. Et c'est pareil, sur des. Quand tu lis, moi j'ai pas lu directement ces livres, j'ai lu sur des gens qui avaient lu ces livres. Donc ça, c'est un manque. Mhm. Mais en tout cas, la description qui a été faite des études, c'est pareil, c'est des études sérieuses, c'est des gens qui mettent en jeu leur carrière universitaire. Hein. C'est pas quand ils parlent de ça, parce que ça peut paraître mais alors complètement farfelu. Et en plus, quand ils reçoivent le téléphone, s'ils téléphonent à la compagnie de téléphone, il n'y a pas de trace. Mhm. Il n'y a pas de trace tu vois, quand tu regardes, tu as appelé tel numéro, là, il n'y a rien. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est ouais, ça fait partie des choses extrêmement troublantes. Je ne sais pas si vous en parlez dans le livre, je m'en souviens pas, mais moi, je suis assez stupéfait aussi des expériences que fait l'IFRES, tu sais, qui font de la recherche en spirit avec des visages, en fait, ils ont des apparitions de visages. C'est de la transcommunication aussi, hein, mais Ouais. ils ont des apparitions de visages en 3D parce qu'ils éclairent ça avec des lasers dans une Voilà, j'ai brume, lu en tout ça. fait, hein. Et ils ont des images stupéfiantes. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils ont des images vraiment criantes de réalisme et Voilà. qui correspondent aux défunts qui sont évoqués ou à des objets ou à des personnages qui correspondent à la personne qui est évoquée. Donc ça, j'avoue que c'est assez convaincant. Bah, Senkowski, en 89, c'est lui qui a créé le mot transcommunication instrumentale. Avant, on parlait electronic voices, les voix électroniques. Et il a fait ça sur des postes de télévision. Alors, c'est pas des dispositifs laser 3D, mais c'est aussi il a fait apparaître des visages, dont une Mhm. des plus connues, c'est celle de Romy Schneider. Et il a, pareil, il a donné des extraits vidéo dans lesquels on voit vraiment ce visage-là et qui dit des choses précises sur ce qu'elle vit dans l'au-delà, sur sa relation avec son fils dans l'au-delà, etc., quoi. Donc, oui, oui, il y a eu plein de précurseurs en fait, mais on n'en parle jamais parce que isolément, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup avec Mario-Odile le fagot, parce que isolément, chaque élément, c'est comme Mhm. une brindille, tu peux le briser facilement, tu peux émettre des doutes, tu peux être sceptique, tu peux dire, oui, on peut éprouver ça autrement que ça. Mais quand tu réunis toutes les brindilles dans un gros fagot, bah, vas-y pour le casser, le fagot, si tu veux. Et là, on en est là. Le livre, il essaye de montrer cette image-là. En fait, pourquoi je suis assez passionné ce soir en parlant de ça? Parce que excuse-moi, je vais parler. Il y en a marre. Voilà. Moi, ça fait peut-être trop longtemps que je m'y intéresse. Il y en a marre de tous ces gens qui ont toutes ces données, on va pas dire de preuves, ces faits qui vont tous dans le sens et puis qui continuent à faire oui, mais peut-être, etc. Moi, je résume ça par, tu sais, l'histoire du cocu. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais ça résume très bien la position sceptique. Voilà, c'est un monsieur qui se dit ma femme doit me tromper. Bon, il prend un détective et le détective suit la femme, effectivement. Il a un talkie-walkie pour dire au mec ce qui se passe en live, quoi. Il dit voilà, je vois votre femme, elle a un bar. Ah, il y a un monsieur qui arrive, qui s'assoit à côté d'elle, oui. Il la saisit par les épaules, il l'embrasse. D'accord, continue, dites-moi. Ah, ben, il quitte le bar, là, ils prennent un taxi, ok, dites-moi bien. Hein. Donc, je suis le taxi. Ah, je les ai vus, ils vont dans un hôtel, ok, dites-moi hein, ce qui se passe. Ah ben, je suis allé dans l'immeuble en face de l'hôtel et je vois que ça y est, ils sont montés dans une chambre, je vois, ils ont allumé la lumière, ils sont face à face. Oui, que font-ils? Eh ben, ils commencent à se mettre tout nus. D'accord, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, ils ont fermé le rideau. Et le mec, il fait, ah, cruelle incertitude. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'ils ont fait du tantra, du yoga, de ce que tu veux, mais il ne faut pas exagérer avec un peu de bon sens. Ils ont fait quelque chose d'autre. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens sont pas prêts à accepter Ah, d'accord. de manière directe, effectivement, ces données-là, parce que c'est une révolution de notre Oui, vision du monde. Hein. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on l'explique le mieux. Hein. on en a besoin. Mario, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'avais envie de parler un peu de mon expérience du coup de thérapeute et notamment de travail avec le MDR, qui est donc une technique de thérapie qui utilise les mouvements oculaires et on travaille surtout sur les traumatismes en fait, hein, que des personnes ont pu vivre. Donc c'est une technique qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. Et il se trouve que dans mon propre cabinet, en travaillant avec des personnes pas du tout ouvertes à ce sujet-là, surtout en travaillant sur des deuils, hein, mais pas forcément que en travaillant sur des deuils, c'est ça qui était très étonnant, arrivent parfois des phénomènes
très particulier, c'est-à-dire que la personne tout d'un coup me dit, là je vais donner un exemple très précis, je travaille avec un monsieur qui est médecin addictologue, donc c'est pas quelqu'un voilà, qui semble illuminé, ni, et à un moment, au bout de quelques mouvements oculaires, etc., on travaille, on avance dans le sujet qu'on est en train d'intégrer, on va dire, avec les mots justes. Et à un moment, il me dit, mais vous allez me prendre pour un fou. Il me dit, appelez le Vinatier tout de suite. Le Vinatier, c'est l'hôpital psychiatrique de Lyon. Il me dit, je vois un ange. Je vois un ange. Je dis, ok, vous voyez un ange. Alors, on continue. Mouvement oculaire. Il me dit, ben, maintenant, il y a un loup au pied de l'ange. Il me dit, vous allez m'embarquer, vous allez pas me croire. Je dis, ben si, je vous crois. Et en fait, on constate une vision, et c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça, de façon floue, etc. Il voit vraiment, mentalement, comme une image en 3D, hein, quand je lui demande de décrire. Voilà. Il me semble qu'Olivier, tu as vécu une expérience comme ça, d'ailleurs, c'est EMDR ou hypnose? Hypnose. Ah ouais. Bon, voilà. Ensuite, avec les personnes qui, justement, avec lesquelles je travaille sur des deuils difficiles, il se trouve que quand, au bout d'un moment, l'émotion de tristesse profonde a pu évoluer, a pu être intégrée, à la fin de la séance, apparaît tout d'un coup soit une image, soit un sentiment de chaleur et d'amour profond, soit quelque chose qui est entendu. Alors, ce n'est pas une voix de l'ordre d'une voix qu'on entend comme les entendeurs de voix, mais c'est une sorte voilà, il y a un message. Et ces messages, ces personnes-là, quand elles s'attendent pas. Elles ne s'attendent pas à voir, hein, parce qu'elles ne savent pas qu'on peut communiquer avec des défunts, enfin communiquer, en tout cas avoir un contact avec des défunts de cette façon-là, par le MDR. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, d'ailleurs, de Botkin. J'allais te demander justement si tu avais observé des choses comme Botkin qui a légèrement modifié le protocole de base de l'EMDR. Oui, parce que du coup, moi, étant j'aime bien essayer les choses, j'ai évidemment essayé le protocole de Botkin et ça marche. Ça marche pratiquement à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il change le protocole. Il va d'abord travailler sur la tristesse de fond, et pas sur d'autres sentiments comme la colère, la culpabilité, etc., quand il y a eu un décès. Et quand cette tristesse de fond a pu réellement être intégrée, il se forme vraiment un moment où on continue donc les mouvements oculaires et on demande à la personne de fermer les yeux, ce qu'on ne demande pas habituellement quand on fait de l'EMDR. Hein. Et à ce moment-là, on laisse se dérouler, on dit laissez venir ce qui vient, laissez faire. Et à ce moment-là, pratiquement à chaque fois, se passe quelque chose. Ce que j'ai observé, moi, c'est que quand la personne est vraiment dans une attente, c'est-à-dire qu'elle vient me voir spécifiquement pour ça, ça marche moins bien. Alors là, comment expliquer ça? Moi, je serais vraiment très intéressée s'il pouvait y avoir de véritables études sur ce qui se passe à ce moment-là. Je sais qu'en France, c'est compliqué d'en parler. Il y a très peu de personnes qui avec le MDR, osent dire qu'elles ont ce genre de phénomène dans leur cabinet, alors que je sais que ça arrive à tous les thérapeutes qui font de l'EMDR pratiquement. Donc, le MDR, ça met vraiment dans un état augmenté de conscience, qui n'est pas un état hypnotique, c'est pas vraiment le même état. Alors, je crois qu'il y a des études sur justement qui ont été faites sur quelles ondes, dans quelle fréquence d'ondes du cerveau étaient à ce moment-là activées. Et c'est pas les mêmes que lors de l'hypnose. Mais après, pour finir là-dessus, c'est que les messages finalement, ils sont à peu près toujours les mêmes. En tous les cas, dans ces cas de contact où le défunt vient. Voilà, souvent c'est mais vis ta vie maintenant, je vais bien, tout va bien pour moi, ici c'est merveilleux. Continue ta vie, parce que bien sûr que les personnes, quand elles viennent pour un deuil pathologique, c'est que ça fait des années que cette personne est morte et qu'ils n'arrivent plus à continuer leur vie. Ils sont hantés, ils n'arrivent plus à avancer, c'est trop douloureux, etc. Et donc en fait, majoritairement, après ces expériences,
effectivement, il y a un effet thérapeutique massif, c'est-à-dire que les personnes, ça y est, ça va, elles continuent leur vie, elles ont enfin pu être peut-être rassurées ou en tous les cas retrouver le contact. Parce que faire son deuil, c'est pas oublier le défunt, c'est pas du tout ça, c'est rester en contact. Hein, les liens d'amour sont toujours présents. C'est les liens d'attachement qui sont difficiles. Il faut se détacher un moment, mais rester en contact, évidemment. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Et donc, en fait, je trouve pourquoi il y a des contacts avec les défunts, etc. C'est pas juste par curiosité. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des messages d'amour, il y a des messages simplement de compassion, de conscience. Alors oui, on a une question de Virginie qui demande s'il y a des formations en fait au protocole Botkin, donc ou semblable, donc communication induite après la mort, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Oui, c'est ça. Parce que dans le livre, Alan Botkin dit qu'effectivement il y avait des formations qui se mettaient en place en France. Est-ce que ça existe aujourd'hui? En fait, du coup, je me suis intéressée un peu parce que du coup, je me suis dit que ça m'intéresserait de me former vraiment parce que là, je me suis un peu formée sur le tas. Je crois qu'il y a 1 ou 2 formateurs en France. Dans le livre de Philippe Roux, son livre Comment communiquer avec les défunts, il en parle. Il parle entre autres de l'IADC. Et il y a une personne en France, effectivement, je crois que c'est Marc Vernet, qui est validé par Botkin, en fait, qui est plus ou moins formateur. Mais je vais m'y intéresser parce qu'effectivement, officiellement, il n'y a pas de formation là-dessus, quoi. Voilà. Et je trouve que ce serait génial, quoi. Mais bon. Alors, on a fait 1 heure, on peut prendre encore un peu de temps, je pense. Hein. Je voulais qu'on parle, si peut-être toi ou Olivier voulait en parler, justement parce qu'on parlait de MDR, CIAM, etc., IADC, donc Induced After Death Communication, donc c'est CIAM, hein, communication induite après la mort. Et puis, on a parlé d'hypnose aussi dans le chat, donc on a des expériences d'hypnose, de régression sous hypnose aussi, qui permettent de revivre des vies antérieures, mais aussi ce qu'on appelle des souvenirs d'entre-deux-vies. Oui. Ça, je trouve ça assez fascinant aussi, avec des informations particulières pour le coup. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux? Est-ce que il y a un consensus là-dessus, ou est-ce que ça reste très, très marginal finalement? Il y a eu des travaux, bien sûr. Il y a les fameux travaux de Wambach, W-A-M-B-A-C-H, qui a quand même colligé 1008 questionnaires là-dessus, lors d'hypnose de régression. Et elle a montré qu'un certain nombre de gens, en gros 3/4 des gens, quand ils font des régressions en vie antérieure, voient aussi la mort qu'ils ont eue lors de cette vie antérieure et racontent des EMI. En fait, alors qu'ils n'y connaissent rien pour la plupart, hein, ils ne savent pas ce que c'est qu'une EMI, une expérience de mort imminente. Donc, ils vont dans la vie antérieure, ils voient comment la vie s'est finie et ils voient comment ça s'est passé pour la conscience après la fin de la vie. Et en fait, ils décrivent une EMI. Et après, ils décrivent l'entre-deux-vie, c'est-à-dire avant de se réincarner, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ça corrobore ce que vivent, par exemple, les médiums quand ils vous racontent ce que les défunts leur disent sur leur entre-deux-vie, ou quand il y a des contacts spontanés avec les défunts, ils parlent aussi ça. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y a une solution de continuité, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces travaux sur les expériences périmortelles sont des points de vue différents, mais sur un même phénomène, les facettes d'un même diamant, en fait, qui se complètent très bien les unes les autres. Et à la même époque, il y a eu 3 thérapeutes aux États-Unis qui se sont intéressés à la régression dans les vies antérieures pour des raisons pratiques. Hein. C'était pour soigner des phobies notamment. Et en même temps, sans se concerter, il y avait Brian Weiss, Michael Newton et Dolores Cannon. Ils ont fait la même expérience avec un patient princeps, c'est-à-dire qu'il venait pour une phobie qui n'avait été traitée par rien, tout avait échoué. Ils font de l'hypnose, puis à un moment, ils vont dans une vie antérieure. Ce n'était pas forcément recherché. Et dans leur vie antérieure, ils revivent le traumatisme qui s'est passé dans cette vie-là et qui avait lien en fait avec la phobie qu'ils avaient dans la vie présente. Par exemple, quelqu'un qui était mort noyé dans une vie précédente et qui revit ça sous hypnose, etc., et qui le vit différemment, ça soigne une phobie de l'eau qu'avait une personne dans la vie présente. Bref. Donc, ils remarquent qu'ils peuvent traiter certains patients qui sont résistants à toutes les autres thérapies en allant régresser dans les vies antérieures, en traitant l'événement traumatisant. Mais Weiss, il est allé plus loin, il a vu aussi qu'il y avait certains patients, pareil, en hypnose régressive, et sans le chercher, qui vivaient leur mort, expérience de mort imminente, et qui vivaient aussi donc l'entre-deux-vie. Et là encore, c'était cohérent avec ce qui était su.
Et les enfants, quand Stevenson est allé voir des enfants qui, à 3 ans, disaient, voilà, moi j'étais ceci, j'étais cela, donc qui faisaient des récits de vie antérieure, dans un certain nombre de cas, je ne sais plus exactement combien, si c'était presque la moitié des enfants, les enfants parlaient aussi, pareil, de la façon dont ils étaient morts. Et dans 70% des cas, c'était une mort violente prématurée. Et là, on retrouve ça, pareil, les contacts avec les défunts spontanés, souvent, il y a une surreprésentation des gens qui sont morts de façon prématurée par accident ou par meurtre, etc., par rapport aux autres défunts. Comme si, quand on est mort trop vite, on veut plus vite se réincarner ou plus vite se manifester auprès des vivants. Ça, ou alors que ça joue sur la mémoire, ça joue sur la mémoire. Voilà. Donc, mémorisation. Voilà. Exactement. Donc ça, alors, alors, juste une chose, donc, les enfants aussi, il y a un certain nombre d'enfants qui se rappellent de vie antérieure, qui se rappellent de ce qui est arrivé à la mort et qui décrivent une EMI pareil et qui décrivent un entre-deux-vie pareil avec des enseignements, avec des êtres qui s'occupent d'eux. Parfois, ils rencontrent des défunts de la famille qu'ils ne savent pas de leur vivant être des défunts de la famille parce qu'on ne leur avait jamais parlé. Une petite sœur, j'ai parlé avec une petite fille qui s'appelait Nanana, puis elle était blonde, puis elle avait une cicatrice Nanana. Je sais pas comment. Enfin, peut-être pas une cicatrice parce que là, j'exagère. Non, il n'y a pas de cicatrice. C'est moi qui rajoute. Mais enfin, bref, qui donne des détails machin. Et les parents, quand ils disent, c'est pas possible. J'avais parlé de cette petite sœur qui effectivement était morte avant qu'il naisse, un an et demi avant, et puis voilà. Il était trop jeune, on n'a pas encore voulu lui dire. Enfin, c'est conforme à ce qu'on a dans certaines EMI aussi. Alors, sur l'hypnose quand même, parce que vous êtes tous les deux thérapeutes, quelle fiabilité on peut accorder finalement à l'hypnose? Est-ce que c'est d'abord une hypnose légère, ericksonienne, je ne sais pas quoi? On sait qu'il y a eu, attends, juste un mot, on sait qu'il y a eu des cas de faux souvenirs, par exemple, on a mis en cause l'hypnose dans aussi des récits d'abduction, d'enlèvement par les extraterrestres, etc. Quelle fiabilité on peut accorder à ces... Les faux souvenirs, c'est quand le thérapeute suggère des choses. Or, dans ces cas-là, les trois médecins que je t'ai cités, ils avaient été vachement surpris, ils s'y attendaient pas du tout, ils n'avaient pas cherché. Moi, quand j'ai vécu une expérience extraordinaire sous hypnose, j'étais en formation d'hypnose. On était censé juste faire des démonstrations, enfin de se cross-traiter, enfin se traiter mutuellement avec les techniques qu'on était en train d'apprendre pour les patients, quoi. J'ai vécu une présence angélique. Mais alors là, je veux dire, je m'y attendais, mais absolument pas. Ça a duré toute l'après-midi. J'étais dans un bain de beauté, de bonté. Je suis arrivé chez moi. Le chat, qui d'habitude est sauvage, j'ai une chatte noire, elle est venue se mettre contre moi. Elle a mis la patte. Elle est restée toute la soirée comme ça. Alors, je veux bien qu'elle soit suggestible, qu'elle ait l'effet placebo. Bon, elle est vachement forte parce qu'elle savait qu'il m'était arrivé quelque chose. Alors, je ne lui ai pas dit, hein, la chatte. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ces gens-là s'aperçoivent qu'après qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la séance, ils ne l'ont pas cherché, ils ne l'ont pas induit, si tu veux. C'est surprenant. Après, oui, ils cherchent non pas à induire des contenus, parce qu'attention, ils créent une forme qui permet l'accès à ce qu'on appelle un état élargi de conscience. Et dans ces états élargis de conscience peuvent survenir tous les phénomènes dits transpersonnels ou voire mystiques, sortir du corps, vision à distance, enfin, tout ce que tu veux, tout ce qu'on connaît, nous. C'est juste de l'état élargi de conscience. La conscience sort du petit tourbillon aux parois auto-réfléchissantes de Kastrup. Hein, elle rentre dans quelque chose qui est plus l'océan primitif, plus déjà du transpersonnel, mémoire collective, puis parfois même le tout ou le rien, ce qui est un peu la même chose à ce niveau-là, le paradoxe. Bref, ça, c'est l'élargissement de conscience. Ça peut se faire par des tas de méthodes. L'hypnose humaniste, on a une question là-dessus. Oui. C'est quoi ça? L'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui se fait en association et non pas en dissociation. C'est de l'hypnose spirituelle ou hypnose chamanique pratiquement. C'est de l'hypnose où tu peux proposer de faire des sorties du corps, des EMI, tu peux le proposer. Olivier Lequert, pourquoi? Parce que dans l'hypnose ericksonienne, il y a une part de ta conscience que tu laisses se séparer d'une autre part de ta conscience. Et c'est cette autre part de la conscience qui reçoit les suggestions du thérapeute pour faire le travail. Donc, tu as une double conscience, on va dire, en quelque sorte. Alors qu'en thérapie humaniste, tu associes soit horizontalement tout ce qu'il y a autour de toi, soit verticalement tout l'univers ou alors différentes périodes de ta vie pour que la conscience soit de plus en plus large. C'est une hypnose spécifiquement d'élargissement de conscience et non pas de dissociation de conscience par rapport à l'hypnose ericksonienne. Donc, ça crée des phénomènes spirituels ou transpersonnels. Et ça marche bien. Hein. Ok. Marie-Odile, sur l'hypnose, tu veux dire un mot? Oui, moi je peux dire simplement que j'ai expérimenté l'hypnose régressive notamment. Et effectivement, j'ai contacté d'autres vies. Alors après, on peut toujours se poser la question si effectivement on contacte quelqu'un d'autre, on contacte d'autres détails, c'est très détaillé, c'est très réel. Et on se dit, mais qu'est-ce que je contacte vraiment? Est-ce que c'est une de mes vies
c'est-à-dire une extension de ma propre âme, on va dire, hein, qui a différentes extensions d'elle-même en expérience, ou est-ce que c'est une vie en expérience, c'est-à-dire tout un réseau d'informations, etc., et que moi, je peux, par cette ouverture de conscience, connecter. Et ça, je ne sais pas vraiment si on peut dire c'est ma vie à moi ou si c'est une autre vie que je contacte. C'est vrai que c'est complexe quand même, hein, mais en tous les cas, en termes d'expérience, c'est tout à fait réel et tout à fait fascinant. Après, tout dépend, moi je pense, ce genre de choses, l'intention qu'il y a en dessous, c'est-à-dire est-ce que c'est par curiosité, juste savoir est-ce que j'étais ceci ou cela, hein, majoritairement, on ne tombe pas sur des vies de, de roi, de reine ou de Napoléon, mais sur des vies toutes simples, toutes miséreuses, toutes. Moi, ce que j'ai connecté, hein, c'était pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y avait des liens ou des. Comment on pourrait dire ça euh, des transversalités entre ce que ces vies avaient comme expérience et ma propre expérience actuelle dans cette incarnation-là, avec des possibilités de transfert d'informations. Donc ça, c'est super intéressant. Et voilà, ça rejoint peut-être aussi quand on travaille sur des traumatismes. Très régulièrement, moi, je me rends compte que nos mémoires traumatiques, elles sont aussi reliées à des mémoires traumatiques multidimensionnelles, c'est-à-dire des choses qui ont été vécues dans d'autres vies et qu'on est en train de résoudre à plusieurs nous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais la multidimension, c'est extrêmement fascinant. Et bon, alors là, on part un petit peu sur d'autres choses, mais l'hypnose de régression, elle permet effectivement d'aller de retrouver des mémoires peut-être par rapport à des problématiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans ce domaine-là. Voilà, après, moi, je ne fais pas d'hypnose, hein, mais c'est vrai que… Quand tu parlais de souvenirs de vie que tu as eus, c'était en tant qu'hypnotisé. Voilà, hypnotisé, voilà, en tant qu'expérience. D'accord. Ouais. On a une question à laquelle on peut répondre assez vite de Françoise qui demande si en cas de renaissance, de souvenirs de vie antérieure après un décès brutal, violent, il y a des marques sur le corps. Effectivement, c'est le cas. La réponse est oui. Hein. Oui. Il y a plusieurs cas qui ont été observés comme ça. 20% des cas. 20% des cas. Cicatrices sur le corps, etc. Qui correspondent à la blessure donc, du défunt. Oui. On avait une question intéressante que j'ai vue passer qui dit est-ce que vouloir absolument communiquer avec un défunt, est-ce que c'est pas de l'égoïsme? On retient son défunt, on l'empêche peut-être de faire son évolution. Est-ce qu'il faut encourager ça? Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être valable seulement pendant un temps et puis ensuite on doit laisser son défunt? J'imagine que vous avez une opinion là-dessus. On peut dire qu'il y a un petit moment dans lequel la personne qui vient de décéder est vulnérable, entre guillemets, sensible à la souffrance, aux pleurs des proches. C'est les 3 premiers jours, ou en tout cas la première semaine. C'est d'ailleurs là que se font le plus souvent les apparitions. C'est marrant, il y a 7% à chaque fois de plus, je m'explique. Il y a 7% d'apparitions dans la première heure. Il y en a 7% de plus, donc 14% dans le premier jour. Il y en a 7% de plus, donc la première semaine, 21%, premier mois, 31%, 50% à la fin de la première année. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de contacts spontanés avec les défunts dans les premières semaines qui viennent de suivre la mort. C'est à ce moment-là qu'il y a encore un petit lien des défunts avec le plan terrestre, qui peuvent errer ou qui peuvent encore rester un peu comme ça, à voir ce qui se passe, à chercher, à communiquer avec les vivants, mais ils s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent pas. Bref, ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça a été plein de récits différents, hein, je synthétise là. Mais après, ils ont leur trajectoire, ils ont leur boulot, et ils peuvent ne pas venir s'ils veulent ne pas venir. Mais quand ils viennent, c'est souvent sur invitation ou par bonté, ou peut-être même en prenant un peu sur eux-mêmes, mais c'est de la compassion. La compassion, c'est jamais puni, c'est toujours récompensé quelque part en termes de lumière. Enfin bref, bon. Ce que je veux dire, donc, c'est qu'ils peuvent après refuser. Ils ne sont pas non plus soumis à nos bonnes volontés. Hein. Là, il y a un peu de bon sens, c'est-à-dire si tu as un parent que tu aimes, tu l'invites chez toi et dis non, je suis désolé, j'ai du boulot, ça ne sert à rien de dire 50 fois. Et puis même si tu dis 50 fois, il dit bah, écoute, je raccroche, je suis désolé, je t'ai dit que je ne pouvais pas, je ne viendrai pas. Donc, il ne faut pas perdre le bon sens. Hein. Dans l'après-vie, il y a encore des règles
de bonne conduite, il y a encore des bons sens. Il ne faut pas croire, c'est pas complètement différent. Et donc, on peut appliquer ces règles-là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et je trouve une question tout à fait surprenante dans le chat. Quelqu'un qui nous dit mettre à jour cette survie de la conscience, est-ce que ça ne nous prive pas d'une partie de l'expérience difficile que nous sommes venus vivre sur Terre, puisque ça nous enlève le mystère finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas rester dans cette ignorance parce que c'est le sens de la vie que d'être dans cette ignorance? Quel intérêt de savoir l'envers du décor? J'avoue que je suis très surpris par la question. Oui. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu veux répondre, Marie, ou Oui, je veux bien essayer de répondre. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut se dire, mais quand on connaît un petit peu, quand on commence à s'ouvrir à tout ça, est-ce que ça ne nous emmène pas un peu dans un état où on va être très curieux parce que c'est fascinant, parce qu'on va chercher, parce qu'on va essayer de s'intéresser à qui j'étais avant, etc. Et du coup, on n'est pas en train de vivre la vie, enfin, en tout cas, on ne se dit pas, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là dans cette expérience actuelle et que c'est peut-être pas par hasard que on vient s'incarner et qu'on va oublier, qu'on va avoir une forme d'amnésie sur tout ce qu'on a pu vivre peut-être et qui on est réellement, quelle est la nature réelle de qui on est. Euh, et je crois effectivement que quand on vient s'incarner, on vient avec, mais chacun de nous de façon totalement différente. Donc on n'a pas tous les mêmes buts d'incarnation, mais que effectivement le fait de vivre la vie telle qu'elle est aujourd'hui, ça c'est vachement important. C'est-à-dire que toutes ces dimensions, elles sont aussi ici et là et maintenant, et que on a des choses à vivre. Quand je parlais tout à l'heure de mémoire traumatique, alors traumatique, c'est pas toujours traumatique, mais en tous les cas, on a des choses à libérer par l'émotion notamment. Hein. Quand on veut vraiment faire bouger quelque chose en nous, c'est d'accepter de vivre ce qu'on est en train de vivre à l'instant et de laisser l'émotion nous traverser, d'accepter de la vivre. Et ça a un effet extrêmement évolutif. Voilà. Toute expérience difficile est un facteur d'évolution. Et donc, en fait, il faut aller vivre nos vies avec ce qu'on est en train de nous proposer, ce qui nous arrive. Hein, notre seul libre arbitre, quelque part, pour moi, en tout cas, c'est qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que j'accepte de vivre cette expérience ou est-ce que je réprime encore ce qui est en train de me traverser? Voilà. Et alors, c'est vrai que quand on va chercher un petit peu ce qui se passe après la mort, etc., tous ces sujets, les sorties hors du corps, je trouve ça fascinant. Et en même temps, on a quand même besoin d'avoir les pieds sur terre, de vivre ici, parce qu'on n'est pas venu pour rien. Et bien sûr que dans chaque instant, de toutes petites choses, la conscience, elle est là. Elle n'est pas au-delà. Elle est partout. Elle est ici maintenant aussi. Et le fait qu'on vienne en ayant oublié d'où on vient, c'est une question qui passe aussi, ça a du sens. C'est pas pour rien qu'on vient en ayant oublié justement la plupart du temps d'où on vient, parce qu'on doit vivre ces expériences-là. En partant d'un terrain vierge, quoi, c'est quand même assez difficile à accepter, quoi. Ouais, moi en fait, ce que je vois, c'est que quand on vient s'incarner, on vient se limiter. On est complètement focalisé là sur une expérience et il s'agit d'une expérience. C'est-à-dire que si on avait toute la conscience, on ne vivrait pas l'expérience qu'on peut vivre ici. Donc c'est un peu comme Olivier dit souvent ça, c'est un peu comme les règles du jeu. Si on joue à un jeu puis qu'il n'y a pas de règles du jeu, on ne peut pas jouer. Là, on a des limites. On est dans une substance d'univers, on va dire ça avec les mots de Ransford. Hein, on en parle des substances d'univers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme taux entre liberté et limitation, ou conscience, non-conscience. Et dans l'expérience qu'on est en train de vivre ici-bas, le taux de conscience, il est assez réduit. Et donc, ce qui fait que, effectivement, on va vivre des expériences particulières. Mais que si on avait, dès qu'on ouvre notre niveau de conscience, les expériences sont plus les mêmes et on ne voit plus la réalité sous le même jour. Mais c'est ça qui nous attire aussi parce qu'on sait tous qu'on en vient, on sait tous qu'on est fait de ça et que là on est juste des réduits, mais que c'est pour un temps.
Puis on est là pour donner du sens et vouloir connaître notre véritable nature, ça a du sens. Je veux dire, c'est pas un crime, hein. Je vois qu'on dit c'est une forme de tricherie, qu'on devrait rester dans l'ignorance. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, bien sûr que non, puisqu'effectivement, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient Je vais vous donner la évoluer. parole. Voilà, ouais. Excuse-moi, Marie-Odile, vas-y. Oui. Parce que je disais, oui, effectivement, non, c'est au contraire, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est aussi mieux se connaître. On veut évoluer à travers une expérience de matière, dans la matière. Alors, Olivier, tu veux réagir, j'imagine. Ensuite, on donnera la parole à Sylvie qui a pris plein de notes. Et puis, on va conclure après. De toute façon, s'intéresser à ces choses-là et faire des hypothèses sur ces choses-là, contacter ces choses-là de l'au-delà, ça n'empêche pas de vivre sur Terre. Je dirais même que ça donne plus de prix à la vie sur Terre. C'est sûr que ça fait du bien quand même de le savoir, mais ça n'empêche pas de vivre les émotions difficiles. D'ailleurs, celui qui veut échapper à la souffrance, quel que soit le moyen qu'il utilise, ne fait qu'augmenter la souffrance. Donc ça, c'est une loi sur Terre. Donc on est obligé d'y passer. Si on était fait pour rester dans la lumière et dans l'amour, on serait resté là-haut, quoi. Enfin là-haut, dans certaines dimensions, il n'y aurait pas eu cette expansion de la conscience qui se donne des tâches pour grandir et pour apprendre. Je donne souvent l'exemple que si tu veux faire de la musculation avec un stylo, par exemple un crayon, tu prends un crayon puis tu fais la musculation avec les biceps, bah tu vas pas faire des gros muscles avec un stylo. Par contre, tu prends 100 kilos, tu fais comme ça, c'est comme ils font dans les gymnases. C'est gros muscles, c'est-à-dire que plus il y a de la résistance, plus il y a de la limite, plus il y a, j'ai oublié les règles, flûte, je me suis perdu dans quelque chose que je me suis créé pour me retrouver et pour mieux encore apprendre à faire face à d'autres obstacles à la conscience. Bref, et ben plus ça va marcher. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. On peut souffrir tout en s'intéressant à ces sujets aussi. Alors, Sylvie, un mot de conclusion, peut-être pas encore, mais l'impression globale sur tout ça? Non, j'ai envie de répondre à PJ aussi, qui se demande si le fait de... Moi, je vis dans un monde où les gens pensent que après la mort, il n'y a plus rien, et que même pendant la mort, il n'y a plus rien. Et ça donne quoi? Ça donne une grande peur de la mort, et donc une fuite. Une fuite qui coupe la communication, qui fait qu'on ne cherche pas à aller plus loin. Et en fait, ça coupe de beaucoup d'expériences. Cette grande peur de la mort fait que les mourants, d'abord, sont abandonnés, fait qu'on parle d'euthanasie, qu'on parle de sédation terminale, c'est-à-dire des moyens... j'ai envie de dire, il y a au moins 5% de personnes qui demandent la sédation terminale, parce que bon, c'est une forme d'euthanasie, on peut dire, qui demandent la sédation terminale parce qu'ils ont peur de se sentir mourir. Or, de ce que j'ai appris, moi, en écoutant les expérienceurs, et ce que m'a enseigné mon maître, le professeur Gilles, c'est qu'il faut garder la communication jusqu'au bout pour pouvoir justement dénouer les conflits, se dire au revoir, se dire pardon, se dire merci. Et il ne faut, comment dire, et je n'aime pas le mot il faut, mais pour pouvoir partir sereinement, il est essentiel d'avoir dénoué tous ces conflits. Et la peur de la mort, si on considère que derrière la mort, il n'y a plus rien, cette peur de la mort qui apparaît comme le grand néant, ça coupe au contraire, ça bloque. Cette peur sidère l'esprit et empêche cette communication essentielle des derniers instants. Je ne dis pas, je ne peux pas, parce que comme je dis, je suis PH dans un HP, c'est-à-dire je suis praticien hospitalier dans un hôpital public. Donc je suis tenue à la neutralité, n'est-ce pas? Pour permettre à toutes les personnes dont je pourrais m'occuper de pouvoir exprimer leurs propres convictions, je ne peux pas exprimer les miennes. Mais le fait de savoir que quand on meurt, eh ben, comme m'ont dit beaucoup d'expérienceurs, si c'est ça la mort, il n'y a pas de quoi en avoir peur, ça aide énormément à la vivre, à la préparer. Et quand on la prépare, je dirais que c'est là qu'on vit le plus d'expériences les plus belles, justement. Et voilà. Donc oui, ça sert de penser autrement. C'est mieux pour ceux qui restent. C'est mieux pour ceux qui restent aussi, non? C'est mieux pour ceux qui restent. C'est mieux pour ceux qui s'en vont. C'est mieux. Au contraire, ça permet de vivre plus intensément, jusqu'au bout, et de ne pas tronquer par des sédations ou des euthanasies. Parce que comme l'a dit Olivier, je pense moi aussi, après l'avoir vu, que ceux qui s'en vont ne partent pas n'importe quand. Ils partent quand ils sont prêts.
Oui, alors certains, on nous dit peut-être que certains sont venus pour vivre la vie de cette manière-là, sans savoir, sans vouloir savoir. C'est une épreuve en soi que de vivre sa vie et peut-être avec des œillères dans l'ignorance de qui nous sommes vraiment, de ce qu'il y a après. Et pourquoi pas, effectivement, il faut respecter ça aussi. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette remarque. Alors, on va pas tarder à conclure, Ouais. peut-être. Qui veut conclure entre vous deux? Je veux bien. En Parce premier. que j'ai déjà quelque chose à dire de la grand-mère de Sylvia Brisset, qui disait il y a plus de chances de croire en la vie après la mort qu'au sexe après le mariage. Ça sent le défi, ça, hein. Je me devais Ça sent le défi, ça. je me devais de voilà. Non, je voulais remercier Sylvie déjà pour sa présence, et puis je dirais pour son caractère posé, calme et juste. Et c'est vrai que ça contrebalance un peu mon enthousiasme enflammé. Je te remercie d'être là. Et je voulais remercier aussi Jocelyn et Najib d'avoir fait la confiance de faire l'émission avec nous. Merci. À Marie-Odile d'avoir fait ce livre avec moi et d'être ma compagne dans la vie. Et puis. Ah, mais ceci explique cela, alors. C'est pour ça que Voilà, c'est ça. Il me fallait au moins une psychologue pour me supporter, dans tous les sens du terme. Voilà, et puis, moi, peut-être je dirais une phrase quand tu auras laissé parler les autres, parce que là, je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris la parole. Non, mais c'est Marie-Odile qui va prendre la parole, et ensuite tu peux redire un mot derrière si tu veux. Ensuite, on aura une petite intervention pour annoncer la suite, hein, donc restez connectés. Marie-Odile, tu veux conclure? Oui. Alors, oui, moi je veux bien conclure sur certaines petites choses, mais je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait dire sur qu'est-ce que c'est la mort en fait en soi, parce que on se dit il y a la mort, l'après la mort, avant la mort, machin, mais la mort c'est quoi? Euh, la majorité des peurs en fait elles viennent quand on pense que la mort c'est une fin ou une punition, le truc qu'il ne faudrait pas mourir, quoi. Alors que maintenant, quand on observe toutes ces expériences, etc., on peut se dire, mais la mort, c'est un passage. D'ailleurs, c'est le même passage que le passage de la naissance. C'est la même porte. Et il n'y a pas d'opposition entre la mort et la vie, mais il y a deux versus, c'est-à-dire mort-naissance. Je vous écoutais, toi, Jocelyn et Romuald, dans une émission, je crois que ça devait être cette semaine, où à un moment, Romuald a parlé d'initiation, qu'il n'y avait plus d'initiation dans nos sociétés, etc. Et ces initiations qui nous connectaient justement à la mort, au moment de la mort et renaissance. Et je me disais, si, en fait, en tout cas pour les femmes, il y a un moment d'initiation vraiment fondateur et fondamental, c'est le moment de l'accouchement. Dans mon expérience personnelle, j'ai eu j'ai 4 enfants, mais j'en ai eu 2 à domicile. Et donc, pour le dernier, j'ai eu une expérience, j'en parlerai avant, donc, mais là, je voudrais en parler parce que ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que quand on est en train d'accoucher, effectivement, on est dans un état de conscience différent. Et j'étais dans mon jardin parce que j'avais cette chance-là de pouvoir marcher pendant les contractions. Et à un moment, j'ai vu, et ça m'a paru tellement naturel sur le moment, que j'ai vu une sorte de groupe de personnes lumineuses qui étaient en rond comme ça et qui étaient là pour accompagner la naissance. Et ça, c'est quelque chose, j'ai presque envie d'entamer un peu un travail sur ces moments-là, parce qu'il me semble que c'est des expériences qui doivent être vécues peut-être par d'autres femmes aussi. Alors attends, tu crois pas si bien dire, parce que puisqu'on est dans les confidences, figure-toi que ma femme a vécu ça, a vécu quelque chose de cet ordre-là. C'est incroyable. D'accord. Moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre qui a vécu ça, parce que je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, bref. Bon, mais bref, pour dire que quand on est en train d'accoucher, il y a un moment. Je ne sais pas si ça se passe sous péridurale, parce que moi, je n'ai jamais vraiment eu de péridurale, mais à un moment, il y a vraiment ce qu'on appelle cette phase de désespérance où on se dit, non, mais là, c'est bon, je meurs. Quoi. Continuez sans moi, c'est bon, j'arrête. Et quelques minutes après, le bébé arrive. Donc, c'est vraiment cette porte qui s'ouvre et c'est ouvert et c'est d'une profondeur de vécu. Donc, en fait, la mort, c'est quoi?
c'est ce passage, en fait, c'est cette sorte de… Je vois ça comme, je sais pas, les objectifs d'appareil photo qui s'ouvrent et qui se ferment comme ça. Et donc, le passage de la naissance, c'est plutôt un passage de focalisation où on va oublier, où on vient réduire la conscience et on vient s'incarner, puis on va vivre voilà, avec ces bagages-là. Et puis, le passage de la mort, c'est l'ouverture à nouveau, vraiment on recontacte, c'est comme si on avait effectivement ce vortex qui se rouvre comme ça vers le haut, et donc une libération. Donc le moment de la mort, c'est peut-être aussi un moment de transfert d'informations hein, vers d'autres champs de conscience. Voilà, donc c'était un petit peu se dire, mais c'est quoi vraiment la mort et finalement, la vie comme Olivier, il dit souvent, la vie, c'est vibration, information, énergie, VIE. Ben, la mort fait partie de la vie, totalement. Voilà, bon, c'était ma conclusion. Et puis, il y avait autre chose qu'on voulait dire, Olivier. Les ressources. On avait éventuellement l'idée d'organiser un stage, un atelier je lui dis, mais adressé à qui? Alors, il me dit, bah, à tous ceux qui vont mourir un jour, donc à tous ceux qui peuvent être intéressés. Mais sur le livre, enfin, sur tout ce qui est autour du livre, et on l'appellerait la vie après la mort, comment s'y préparer. Voilà. Et donc ça, on avait éventuellement prévu que ça pourrait être 20-21 mars 2021. Comment on fait pour se renseigner? Il faut se connecter sur vos sites ou… Alors, pour les personnes intéressées, bah, ils écrivent à l'adresse mail d'Olivier. Qui est Olivier NCC, N comme Noémie, @gmail.com. Olivier NCC, @gmail.com. Ok. Est-ce que je peux rajouter quelque chose après toi, Marie-Odile, quand tu auras fini? Ouais. Oui, parce que tu voulais parler de ressources aussi complémentaires, je crois, non? Alors non, en fait, je voulais rebondir juste sur ce que tu as dit pour compléter de manière un peu plus générale, en fait. C'est que la mort et la renaissance, les expériences de mort-renaissance, c'est consubstantiel à tous les états élargis de conscience. Quand tu regardes Groff, comme avec la respiration holotropique, quand tu regardes les psychédéliques, quand tu regardes les EMI, qui sont des états élargis de conscience, c'est tout autour de ça. C'est que l'ego meurt à lui-même et renaît sous une autre forme. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'initiation, il n'y a plus d'initiation. Les Grecs, par exemple, qui sont à l'origine de la pensée occidentale quand même, et Platon, Pythagore, etc., Aristote, ils étaient tous passés par des écoles des mystères. Il y avait des écoles des mystères en Grèce, il y avait les cultes de Mitra, Éleusis, Dionysos, Samothrace. Et chacune de ces écoles à mystère était une initiation. Et moi, j'appellerais l'EMI, je l'appellerais expérience magistrale d'initiation. Parce que les nouveaux initiés, les nouvelles personnes qui peuvent nous parler de la mort, c'est plus des gens qui ont été dans des cultes à mystère ésotériques, c'est les gens qui ont vécu des contacts. Et il y avait Kenneth Ring qui disait le point oméga. Alors c'est pas Théard de Chardin, il parlait, c'est pas oméga. Il disait, enfin ici il parlait d'oméga, mais je sais plus si c'était le point oméga qu'il disait. Il disait que ça nous conduit vers un point de conscience plus élevé, les EMI, pas toutes les expériences périmortelles. Et c'est pour ça que je suis désolé, hein, Sylvie, quand je m'excite un peu sur les matérialistes, c'est simplement parce que c'est quand même franchement dommage. Il y a du temps perdu, il y a du gâchis. On est dans une civilisation qui est en train de s'écrouler, qui est en train de tuer l'humain, de tuer l'animal, de tuer le terrestre. Et on n'a pas beaucoup de temps, pas tant qu'on croit. L'eau est déjà dans le bateau, dans le Titanic. Le feu est déjà dans la maison, il va falloir quitter la chambre. Les exponentielles, tu sais, permafrost, qui à cause de l'augmentation de la température fondent, du coup ils libèrent du gaz carbonique, donc la température augmente, donc ça fait fondre du poivre, etc., etc. Il y en a plein de cercles vicieux à croissance exponentielle en ce moment. On est en danger. Et c'est pas, je dis pas ça comme mon grand-père disait, c'est plus comme avant, de mon temps. Là, il y a vraiment des indicateurs qui sont tous au rouge. Donc, les matérialistes, je veux bien qu'ils mettent 100 ans. Ils ont mis 100 ans pour essayer de prouver que le cerveau ne créait pas la conscience. Créer la conscience, ils sont pas arrivés. Peut-être qu'ils vont mettre 100 ans pour montrer que le cerveau ne crée pas la conscience. Bref, mais on n'a pas 100 ans. On n'a pas 100 ans.